Salut à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo review de WWE Fastlane 2023 qui s'est tenue la nuit dernière. Je vous fais donc ma review comme prévu le lendemain, donc c'est assez rapide. On va évidemment revenir sur les différents matchs, sur l'avis global de ce show, de ce que j'en ai pensé, toujours sans concession et selon mes goûts personnels et selon mes ressentis personnels. C'est bien sûr toujours comme ça que cela se passe. Sans plus attendre, je vais vous présenter le poster du show avec la note globale du show et mon avis en quelques mots sur ce que j'en ai pensé. Voici donc le poster avec la note globale du show. 3 étoiles pour cette édition de Fastlane, la même note que Payback d'ailleurs, un show assez semblable finalement à ce que j'en attendais, à savoir un show globalement assez dispensable et secondaire, et très axé sur le fanservice, avec pas moins de 4 victoires sur 5 de la part des Faces, et encore. On peut se demander même si Io Sky est véritablement une heel au niveau de son traitement, ce qui fait donc de ce pay-per-view un show avec quasiment aucune hit à l'arrivée. Il ne faisait pas bon être un heel dans ce show. Si les titres tag n'avaient pas changé de main, on aurait même pu parler d'un filler total. Certes, alors la WWE a réussi à nous surprendre avec 2 victoires plutôt inattendues pour Cody et Jay et la LWO avec Carlito, mais je continue de penser que ce n'était pas des choix de booking très judicieux. Le retour de Carlito aura été bien moins impactant qu'à Backlash et aura surtout été feignant et fait au détriment d'un Dragon Lee totalement laissé injustement à l'abandon dans cette histoire. Charlotte Flair n'a toujours pas réussi à complètement me rassurer dans son match. John Cena a fait du John Cena pour laisser la lumière à LA Knight qui continue d'emmagasiner du momentum comme il se devait. Triple H continue de s'amuser avec nous en usant des écrans de fumée à l'envi, au risque de nous perdre dans l'écriture de ces histoires. C'est-il au moins où il veut aller entre Sky et Bayley d'un côté et entre JD McDonough et le Judgment Day de l'autre. Je commence franchement à me poser des questions. Enfin, Rollins conserve logiquement son titre dans un main event plutôt correct, mais manquant à mon sens de brutalité et de panache. Quitte à faire un show filler comme celui-ci, autant profiter pour nous surprendre avec un cash-in, ce qui aurait pu compenser à minima la perte des titres tag de la part du Judgment Day. Mais sans doute que ce show était considéré comme bien trop secondaire pour oser nous offrir un cash-in victorieux, ce qui rend ce show globalement assez sage. Peu glouton en nombre de matchs, avec seulement 5 matchs au final, chose assez rare dans le main roster, avec pas mal de remplissage en tout genre, avec Pat McAfee, et surtout le sponsoring forcé autour de Pizza Hut, qui me dégoûterait presque des pizzas, à force de l'avoir vu durant ces 3 heures de show. À noter pour finir l'apparition aussi brève qu'inutile de Jade Cargill seulement durant le kick-off, venu rencontrer Triple H et sans qu'on ne la revoie de tout le show par la suite. Très franchement, on aurait pu largement se passer de ce moment, vu l'usage qui en a été fait. Il est grand temps de se sortir des show fillers et de se lancer dans un build-up bien plus audacieux dans l'optique de Crown Jewel et des Survivor Series, histoire de bien finir l'année. Ce début d'automne n'est pas des plus palpitants à la WWE et j'espère qu'ils finiront donc justement l'année avec davantage de panache. Concernant les notes que j'ai données au match dans le détail, voici donc le graphique que je vais présenter comme à mon habitude. On va vite revenir dessus. Voici les notes. Cody Rhodes et Jey Uso contre Balor et Priest 3,75. LWO avec donc Carlito contre Lashley et les Street Profits 2,75 seulement. Io Sky, Charlotte Flair et Asuka 3,5. Cena et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa 3,25. Et enfin, pour moi la meilleure note, le meilleur match, en tout cas de peu, mais quand même le meilleur match, Rollins contre Nakamura, 4 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de note excessivement haute. Il n'y a pas de 4 écarts, 4,5. Ça va pas plus haut que 4. Ce qui correspond finalement à l'avis global que j'ai sur ce show. Voilà, avec des matchs sympa sans plus, avec pas non plus pas de choses véritablement spectaculaires qui vont me sauter aux yeux et qui vont même me donner envie de mettre un de ces matchs dans mon top 5 pour le mois prochain. Là, je peux déjà vous le dire, il n'y aura aucun de ces matchs qui rentrera dans le top 5, ni même le main event. Voilà, donc ça respecte pour moi
l'idée que j'en avais de toute façon par rapport à ce Fastlane, que je voyais pas être un show véritablement un game changer par rapport à ce qui se passe actuellement à la VVE. Voilà, on va maintenant rentrer dans le détail de chacun des matchs. On va commencer, donc on va aller dans l'ordre du pay-per-view bien entendu. On va commencer par l'opener, et c'était Cody Rhodes donc et Jey Uso contre Priest et Balor. 3,75 donc pour la note. Un match pas encore officialisé au moment où j'avais sorti mon dernier morceau catch, mais que j'avais justement évoqué. C'est donc en effet un match qui a été officialisé, confirmé lors du dernier Raw, et qui permettait de faire avancer à la fois l'histoire du Judgment Day et l'histoire de la confiance envers Jey Uso au sein du vestiaire face, avec donc cette association entre Cody et Jey. Dans l'ensemble, ce fut un bon match tag, je dirais, assez classique dans son déroulement, mais bien raconté et bien exécuté. Un match tag comme la VVE sait généralement bien les faire. Petit travail intelligent des faces sur la jambe gauche de Priest assez tôt dans le match, qui aura son importance à la fin, mais qui aurait mérité, je pense, d'être davantage approfondi, car ce travail aurait été absent des débats une bonne partie du match. Domination des heels sur Jey, hot tag de Cody, match qui s'emballe petit à petit, phase d'overbooking prévisible avec Rhea Ripley, Dominic et McDonagh qui tenteront de déstabiliser les faces. Coup de mallette de Rhea sur Jey, qui ne suffira cependant pas à faire gagner le Judgment Day, et le tournant du match avec McDonagh qui va tenter de frapper Cody à l'extérieur avec la mallette, sauf que il va esquiver, et c'est Damien Priest qui va tout prendre sur son genou gauche, déjà endolori durant le match, ce qui va occasionner un crossroads de Cody sur Priest sur la table des commentateurs, puis la mise à mort à 2 contre 1 sur Balor avec un joli Wendy amélioré, un mélange de Wendy justement et de Cody Cutter, suivi d'un crossroads pour la victoire et la prise des titres par Jey et Cody. Vraiment très très surprenante, inattendue. J'ai vraiment été très choqué, étonné par ce résultat. C'était déjà donc une grosse surprise pour commencer ce show, d'autant plus surpris que jamais Jey et Cody n'avaient fait équipe auparavant, et que Balor et Priest n'étaient champions que depuis un mois. La VVE continue de se jouer de nous avec les storylines, et notamment celle du Judgment Day, en nous amenant dans la direction opposée à celle qu'on semblait être en train de prendre. JD McDonagh, lors du dernier Raw, semblait en effet avoir pris ses marques et même réussi à convaincre Priest, lui qui était justement le plus sceptique envers McDonagh, et finalement ce sera McDonagh qui va malencontreusement frapper Priest et mener le Judgment Day à la perte des titres, alors qu'il en avait été en partie à l'origine, et il avait même contribué à la conservation des titres contre Owens et Zayn. Oui, voilà, donc on se joue vraiment de nous avec ces hauts, avec des hauts et des bas, avec le Judgment Day, et c'est aussi pour ça qu'il était difficile de prédire un tel scénario qui me laisse assez perplexe. Alors forcément, cela aura des retombées lors des prochaines weekly et dans l'optique des 2 gros pay-per-view à venir. Cependant, voilà, si cette défaite est surprenante, ça ne veut pas dire que l'histoire est mal racontée et que l'exécution était mauvaise. Ce match aura globalement bien su jouer son rôle d'opener pour embarquer la foule, et on attaque donc direct par un feel-good moment. Jey Uso devient donc à nouveau champion tag, et pour la première fois avec quelqu'un d'autre que Jimmy, et Cody prend son premier titre, mine de rien, à la VVE depuis son retour. 3,75 donc pour ce match tag, je dirais assez sympa, bien construit, qui permettait d'assez bien lancer le show, malgré le choc et l'incrédulité dans lesquels j'étais plongé à l'issue de ce match, il faut bien le dire. J'étais pas prêt, j'étais quelque peu perplexe, mais dans l'ensemble, l'impression laissée était plutôt bonne sur le match et sur ce que j'ai pu voir et ce qui a été proposé. On va passer maintenant au match suivant, la LWO, donc Escobar, Mysterio et un partenaire mystère pour affronter Lashley et les Street Profits. 2,75 seulement, pour moi c'était le moins bon match de la soirée. On va d'abord donc commencer par parler du dernier SmackDown où Rey Mysterio affrontait Lashley dans un duel de vétérans. Joaquin Wilde et Cruz del Toro vont se faire détruire par les Street Profits, et on comprenait aisément qu'aucun des deux ne serait présent à Fastlane, comme on pouvait s'y attendre, laissant alors la porte grande ouverte, même extrêmement ouverte, à Dragon Lee, qu'on avait déjà vu la semaine précédente tenter d'intervenir pour aider la LWO, mais retenu alors par la sécurité. Plus tard durant le show, Dragon Lee il va battre en plus Austin Theory, donc on lui donnait donc un bon petit momentum là à ce moment-là, et l'annonce de sa présence à Fastlane, ça semblait plus être qu'une formalité. Et c'est alors voilà, l'incompréhension la plus totale lorsque Rey Mysterio, dans un segment en sortant de l'infirmerie, va dire à Escobar et à Zelina Vega qu'il a un appel à passer.
Alors là je comprends pas. T'as quand même Dragon Lee, qui est frais dispo, qui vient de gagner un match juste 2 minutes auparavant. Hein, vraiment juste 2 minutes auparavant, hein, parce que il gagne son match. Juste après, il y a, on voit vite fait Jimmy Uso et Ripley, voilà, en discussion, et on a le segment avec la LWO. Donc ça s'enchaînait parfaitement. Donc il sait qu'il a gagné Dragon Lee, il sait qu'il est en forme, il sait qu'il a battu Theory. Euh, et donc il est là, il est frais dispo. Il a tenté d'intervenir, il a tenté de sauver la LWO la semaine dernière, mais non, Mysterio le ghost totalement, et il fait comme s'il n'existait pas, et donc il dit qu'il va appeler quelqu'un d'autre. C'est tout bonnement incompréhensible, si on le reste sur un point de vue totalement kayfabe. Alors forcément, la seule option viable à ce moment-là, c'était Carlito, signé par VVE et toujours pas réutilisé depuis Backlash. Et il fallait juste trouver la bonne opportunité au bon moment, et c'est ce qu'ils ont fait. Même si ça se fait aux dépens de Dragon Lee, et c'est surtout ça qui me dérange au niveau de la cohérence scénaristique. Un Carlito qui n'arrivera d'ailleurs pas tout de suite, mais en fin de match seulement, en mode crevard. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. On notera que les heels sont aux couleurs de Hurt Business, noir et or, au moins les choses sont claires. Le match est un peu plus classique, vraiment weekly-esque au possible, et pas du tout d'un niveau pay-per-view. Les heels essaient un peu de travailler en heel, en empêchant les faces d'intervenir. Escobar est envoyé contre une barricade. Mysterio se retrouve alors esselé, sans pouvoir faire le tag. Mais c'est à ce moment-là, donc seulement, que Carlito décide enfin de se pointer, pour une raison inconnue. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé dès le départ? Bon, ils voulu nous faire le coup de la surprise, le coup du surnombre. Bon, on l'a vu ça 150 fois. Et en plus, il arrive, non pas avec son thème original, celui qu'on a tous connu, malheureusement d'ailleurs, mais un thème latino, extrêmement générique, vraiment assez moyen, ce qui lui permet de faire le tag ensuite, de faire 3 moves, vraiment 3 moves, et de battre Montesford très très rapidement avec son backstabber. Voilà, 1, 2, 3 terminé, les faces ont gagné, lolilol, 2 matchs, 2 surprises et 2 feel good moments, voilà. Je me demandais alors quel pay-per-view j'étais en train de regarder, je peux pas donner plus que 2,75 à ce match qui aurait même pu mériter 2,5, tellement ce fut fade. Et très franchement, j'étais déjà saoulé dès le départ par l'absence incompréhensible de Dragon Lee et la défaite de Lashley et des Street Profits, qui n'étaient clairement pas la bienvenue ici, alors qu'ils avaient besoin au contraire de prendre du momentum et de montrer à quel point ils pouvaient représenter une menace pour tout le roster de SmackDown. La victoire de Lashley sur Mysterio la veille à SmackDown était peut-être un indice d'ailleurs selon lequel les heels perdraient à Fastlane, selon le théorème consacré, mais très franchement, je n'ai pas changé de prono pour autant, et quand bien même c'était pour le grand retour, entre guillemets, de Carlito, ils auraient pu aisément faire le pin sur Escobar par exemple, ça n'aurait posé aucun problème. Bref, cette défaite des heels m'a saoulé, sa mise en scène aussi, avec un Carlito en retard, sans explication, et qui vient faire ses 3 moves vraiment de façon très feignante avant de gagner le match, donc en crevard. Tout ça pour mettre au second plan un Dragon Lee qui avait toute légitimité à participer à ce match. Donc franchement, si le but c'est de faire turner heel Dragon Lee sur Rey Mysterio, alors là je comprendrais, mais à mon avis c'est pas du tout ça l'idée, Ça, je serais très très surpris qu'il le fasse, Bref, pour moi rien n'allait dans ce match, et un match totalement oubliable, fade, sans saveur. Les Street Profits et Lashley, du coup, ils ont intérêt à vite se ressaisir, Pourquoi pas en ajoutant un nouveau membre, c'est dans les rumeurs, on parle d'Odyssey Jones, peut-être Trick Williams ou Carmelo Hayes. J'y crois un petit peu moins, vu qu'ils sont très occupés à NXT, on sait jamais. Mais s'ils ne se ressaisissent pas, je sens déjà très mal pour eux. Je serais quand même très surpris qu'il n'y ait pas quelque chose quand même pour ce clan, ce clan naissant en tout cas. 2,75 donc pour cette chose là, j'allais dire cette daube, mais franchement, voilà, j'ai pas envie d'en parler davantage, c'était vraiment pas terrible du tout. On va passer maintenant au match suivant. Io Sky contre Charlotte Flair contre Asuka, triple threat donc pour le Women's Championship, 3,5 pour la note. À noter que durant le kick-off, lors d'une interview de Damage Control, Io Sky va dire à Bayley, qui était à nouveau, qui s'était encore fait interrompre par Bayley, donc on continue là-dessus, et donc Io Sky va à nouveau interrompre Bayley en lui disant Bayley, et lui dire, elle va dire à ses copines que elle a une stratégie. Elle n'a pas besoin des deux là, de Dakota et de Bayley ce soir, aux grandes dames donc de ses partenaires. Elle s'en va. Elle va s'en charger toute seule donc, ce qui pouvait laisser augurer de pas mal de choses en termes de scénario pour ce match.
Finalement, hein, dans ce match, on ne saura jamais vraiment d'ailleurs quelle était la fameuse stratégie de Sky. Hein. C'était un élément qui m'a quelque peu frustré d'ailleurs. Globalement, le match était plutôt sympathique, hein, se laisser regarder. Je l'ai préféré à celui de SummerSlam, hein, en comparaison. Cela dit, j'ai quand même encore la même impression globalement que Charlotte est en dessous par rapport à ses adversaires et qu'elle n'est pas des plus concernées, hein, par l'action. Chaque interaction, hein, entre les deux japonaises me donnait envie de continuer à les voir s'affronter en une contre une, hein, jusqu'à la fin, hein, tellement les moves étaient fluides et rapidement exécutés entre les deux. C'était du bon catch, hein, quand on les voyait en interaction. Et quand Charlotte revenait dans le ring, ben, on perdait quelque peu en rythme et en fluidité. Ce n'est clairement pas la grande Charlotte, hein, qu'on a connue, je trouve. J'ai bien aimé le spot où par contre, où voilà, avec Flair, où Flair prend Sky sur ses épaules en étant debout sur la deuxième corde, et Asuka qui vient porter une powerbomb à Flair, hein, ce qui permet de finir le move à la fois sur un powerbomb et un Samoan drop. Comme on pouvait s'y attendre, Bayley va ensuite se pointer, hein, malgré les indications de Io Sky en kick-off. Mais pas Dakota Kai par contre, hein, il faut le souligner. Et Bayley va distraire l'arbitre, hein, pendant que Flair portait un figure 8 à Asuka, hein, qui était sur le point probablement d'abandonner. Ce qui va permettre à Io Sky d'en profiter quand même avec un moonsault, hein, sur Flair pour la victoire. On peut d'ailleurs se demander, hein, quel était l'intérêt de distraire l'arbitre, vu que c'était un triple threat et donc un no DQ. Bon, mais passons. À nouveau, à l'image du Judgment Day, hein, Triple H aime se jouer de nous avec son booking en mode écran de fumée. Hein, quand on nous fait croire que les choses se passent bien ou mieux, eh ben, on retombe alors dans ses travers en pay-per-view. Et quand on nous affiche des tensions dans les weekly, eh ben, tout redevient fluide lors du pay-per-view. Voilà. Triple H, il a l'air d'adorer ça, quoi. Bayley participe ici à la victoire de Sky, hein, malgré les intentions affichées donc de la championne de vouloir faire les choses par elle-même, mais à force de faire ça, hein, Triple H, hein, risque de perdre le public, hein, par lassitude, d'autant plus que la relation tendue entre Sky et Bayley dure depuis bien trop longtemps, hein, comme je le disais dans ma vidéo précédente, et il est grand temps que les choses avancent d'une manière significative. Je dirais, après WrestleMania, j'étais persuadé qu'il en serait terminé de Damage Control, et bien 6 mois après, bah, rien n'a changé. C'est quand même incroyable, quoi. Bref, voilà, 3,5 pour ce match plutôt correct dans l'ensemble, mais qui aurait pu être encore meilleur avec une Flair au top, concernée et appliquée dans son travail. Les japonaises ont à mon sens fait du mieux qu'elles pouvaient, hein, pour dynamiser ce match et le rendre un peu plus technique, même si je doute, hein, qu'on en voit un de sitôt, hein, entre les deux. J'ai vraiment envie de revoir Sky contre Asuka et qu'on leur donne du temps pour s'exprimer, car entre leur match de SmackDown et les échanges qu'on a vus hier entre les deux, bah, ça donne quand même clairement envie de les revoir en face à face. Au moins la bonne personne a gagné, c'est l'essentiel, mais je suis quand même surpris que Flair ait pris le pin et non Asuka, hein, alors qu'il me semblait logique qu'on protège Flair dans la défaite, dans l'optique d'un futur Flair contre Sky autour du titre. Alors est-ce que c'est dans l'optique de faire de la place pour Jade Cargill? C'est pas impossible, même si je la verrais plus aller du côté de Raw, hein, vu le manque d'opposition pour Rhea Ripley. On va passer maintenant au match suivant. John Cena et LA Knight, donc l'équipe C-Night, comme je l'ai appelé, contre Uso et Sikoa. 3 écarts pour la note. Ce match était assez semblable, hein, à ce que j'en attendais, hein, à savoir pas un très grand match de catch. Un Cena qui n'est plus le Cena d'antan, hein, et qui en aura souvent fait des tonnes, se prenant une très longue raclée, hein, voire trop longue raclée, le tout dans le but de frustrer un public désireux de voir LA Knight entrer dans le ring. Cette longue séquence de domination des heels sur Cena aura tout de même duré 13 minutes, quand même, sur les 17 que ce match aura duré, hein. Donc c'est dire le peu de temps, finalement, où on en aura vu LA Knight dans le ring. Le match reprendra un peu de couleur, hein, et de dynamisme lorsque LA Knight va enfin pouvoir entrer dans le ring, hein, sur une énorme pop, hein, bien évidemment. Le match s'emballe enfin et devient un peu meilleur car les débats, bah, du coup, s'équilibrent. On finira ce match par une belle superplex de LA Knight, hein, suivi d'un 5 knuckle shuffle de Cena sur Jimmy, suivi d'un BFT de LA Knight sur le même Jimmy pour la victoire. Donc la bonne personne a gagné sur le bon perdant, hein. Il fallait à tout prix que LA Knight fasse le pin et que Solo soit protégé dans la défaite. Le public exulte et on a droit à notre moment fan service, hein, comme je l'évoquais dans mon dernier morceau catch. LA Knight continue d'emmagasiner du momentum. Et Dieu sait, hein, jusqu'où il ira, hein, pourquoi pas face à Reigns à Crown Jewel, hein, même si je pense que ce sera plutôt AJ Styles qui sera face à Reigns et qui devrait faire son retour lors du prochain SmackDown, pour le SmackDown premier, hein, le season premier d'ailleurs de SmackDown, qui sera très intéressant à suivre.
La défaite de la Bloodline est aussi logique, hein, d'autant plus que justement on nous a annoncé Reigns de retour lors du prochain SmackDown, et forcément le retour de Reigns se racontera mieux après une défaite de la Bloodline qu'après une victoire, surtout avec un Jimmy qui a pas mal pris ses aises en l'absence de Reigns, jusqu'à limiter de temps à autre. On peut donc s'attendre à un recadrage en bonne et due forme de la part de Reigns, à la manière d'ailleurs de Ripley, en fin de compte. Bref, le match est assez moyen dans l'ensemble, il tourne surtout autour de LA Knight, dont le public voulait surtout qu'il catch et vienne empocher la victoire. Là-dessus, rien à dire. La construction du match est très bien faite pour le mettre en avant, mais niveau qualité de ring, on est tout de même assez en dessous, ce qui est normal vu qu'on a, là sur les 4 qu'on a, voilà, on a aucun grand technicien, ni un high flyer capable, je dirais, de t'emballer un match à lui tout seul. 3 écarts, donc c'est vraiment la note maximale que je peux donner à ce match. Pur fan service qu'on oubliera assez vite, mais qui comptera certainement dans la carrière de LA Knight, dans l'ascension qui est la sienne actuellement. Et on va passer directement au main event, donc Seth Rollins contre Nakamura, last man standing match. Donc je lui ai donné la note de 4 étoiles. Avant ce match, on notera un petit segment du Judgment Day qui montre Balor, Priest assez affaibli, mais un Priest qui n'avait pas envie de repartir les mains vides, et il voulait, il était désireux de cacher dès ce soir, sauf que Ripley va un peu le ramener à la raison en lui reprenant sa mallette et en lui disant que le cash-in aura lieu un autre soir, mais pas tout de suite. On verra tout de même que ce Last Man Standing match aura été une très belle occasion pour cacher, tellement il y avait d'ouverture possible, d'autant plus que le Judgment Day est en surnombre et que même avec un Priest et un Balor diminué, Dominic était à 100% et JD McDonough aurait eu l'occasion parfaite là de se racheter après la bévue qu'il a commise, du moins c'était le scénario que moi j'avais en tête à l'issue de l'opener. Mais comme il n'y a pas eu de cash-in, du coup recentrons-nous sur ce main event, donc entre Rollins et Nakamura. Énormément d'armes ont été sorties, c'est le moins qu'on puisse dire. On continue bien sûr de raconter l'histoire autour du dos de Rollins, qui aura beaucoup bumpé durant ce match, c'est le moins qu'on puisse dire. Que ce soit sur le béton, la table des commentateurs ou bien une plateforme située près du stage. Nakamura est plutôt convaincant dans son rôle d'homme vicieux. Rollins joue les babyface valeureux de façon très classique. On vient faire un petit tour près du stage et dans le public, comme tout bon match no DQ qui se respecte. On sent un peu de drama à mesure que Rollins se prend des bumps sur le dos. Et c'est lors d'une dernière visite du public que Rollins va s'en sortir avec un Falcon Euro depuis une plateforme directement sur une table placée en contrebas. Nakamura n'arrivera pas à se relever à temps, au contraire de Rollins qui conserve donc son titre sans la moindre surprise. Comme je le disais dans mon dernier morceau catch, je ne voyais pas Nakamura gagner, ni même devenir champion du monde un jour. Pour moi, ça n'arrivera jamais. Il ressemblait surtout à un adversaire de transition et la feud est probablement terminée à présent. Je ne suis pas un grand fan de ce genre de stipulation, avec tous ces décomptes qui hachent souvent le rythme du match. Si quelques spots furent sympathiques, j'ai trouvé le match un brin trop sage par rapport à la stipulation et à la rivalité, qui avait pourtant bénéficié d'un assez bon build-up qui aurait dû permettre à ce match d'être très brutal, agressif et dangereux à la fois. Si je reproche souvent au match de la EW d'user bien trop souvent de sang, pour le coup là je pense que ce match aurait été la bonne occasion d'en user, car quand la rivalité ou la stipulation le permet, le sang peut être un apport très utile à la dramaturgie d'un match. Finalement, le seul sang qu'on aura vu n'aura même pas été mais le mist rouge de Nakamura craché sur le Rollins au visage, qui pourrait d'ailleurs être assimilé à un énième hommage au Great Muta que Nakamura avait affronté en début d'année lors de la tournée d'adieu du Great Muta. Autre critique, c'est le côté assez cinesque, je dirais, de Rollins, qui s'est relevé de tous les assauts de Nakamura et des bumps les plus horribles, comme celui sur la table des commentateurs, suite au Red Mist de Nakamura, ou bien celui sur la plateforme près du stage, tandis qu'il aura suffi d'un simple, entre guillemets, Falcon Euro sur une table pour en finir avec Nakamura. Pas que ce Falcon Euro n'était pas spectaculaire en soi, mais très franchement, vu la stipulation, je m'attendais à une fin bien plus spectaculaire et impactante, visuellement parlant, histoire d'avoir une violence croissante, spot après spot, une montée en dramaturgie, chose qui n'a finalement pas été le cas ici. Le spot final aurait pu être vu bien plus tôt dans le match, ça n'aurait pas été plus choquant que ça.
En comparaison, j'ai trouvé le bump de Rollins sur la table des commentateurs bien plus spectaculaire et même digne de finir le match. Enfin, dernière critique, hein, quand on voit le spot final justement, on peut voir que juste à côté se trouvaient de gros câbles. Et comme souvent dans les last man standing match, je me demande à chaque fois pourquoi les gros câbles ne sont pas utilisés pour saucissonner son adversaire et l'empêcher de se relever. Car c'est tout de même une stratégie très efficace à laquelle n'importe qui devrait penser lorsqu'il évolue dans un tel type de match, quoi. Et globalement, j'ai encore une critique, mais c'est ça évident. Enfin, quand on a une corde ou je sais pas un câble, que c'est un last man standing match, tu l'utilises, tu ligotes ton adversaire et là il peut plus rien faire. C'est évident. Bref, globalement, là j'ai tout de même mis un 4 étoiles à ce match, hein, qui malgré ses défauts aurait été le meilleur match, hein, je pense, entre Nakamura et Rollins que j'ai vu. La faute à des matchs précédents relativement décevants de manière générale. La stipulation permet aussi, hein, il faut quand même le dire, de moins s'ennuyer et d'avoir quelques spots spectaculaires, mais ce match aurait gagné à être plus intense, plus dramatique et mieux équilibré dans l'échelle des forces, hein, car Rollins là, franchement, il paraissait tout de même assez cheaté à se relever de tout, donc en mode Super Cena, ce qui rendait la victoire de Nakamura tout bonnement impossible. Et puis très franchement, ce match a manqué d'un cash-in, comme je le disais, pour venir clôturer ce show en beauté et avec un peu de panache, histoire et surtout provoquer un peu de hit pour finir ce show, car vu l'énorme quantité de fanservice qu'on aura eu dans ce show, finir sur de la hit n'aurait pas été de trop ici et aurait permis de protéger aisément Rollins dans la perte de son titre. L'occasion aurait été belle pour JD McDonagh donc de se refaire en attaquant Rollins et en permettant finalement à Priest de débarquer, d'autant plus que souvent la ficelle du porteur de mallette qui perd un match durant un pay-per-view pour venir cacher victorieusement en fin de show, c'est pas quelque chose d'inédit de la part de VVE, hein. Je pense notamment à Seth Rollins qui en sait vraiment d'ailleurs quelque chose, hein. Voilà donc pour cette review, hein, c'était assez rapide, hein, moins d'une demi-heure seulement, c'était un pay-per-view court, hein, format takeover, 5 matchs, c'est pas beaucoup. Donc la review était assez rapide. J'espère que cette review vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce pay-per-view en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Si ça serait très sympa de votre part si vous pouviez liker cette vidéo et au plus grand nombre et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien permanent. Comme je l'indique dans ma vignette, prochain rendez-vous, ce sera le prochain numéro du Morceau Catch, ce sera le numéro 22 et ce sera du coup le 29 octobre, soit 6 jours avant Crown Jewel, hein, comme d'habitude, hein, je fais le Morceau Catch généralement 6 jours avant le pay-per-view VVE qui arrive. Donc ça va arriver déjà dans 3 semaines, donc ça va être assez rapide. J'espère que les 3 semaines qui vont venir seront très intéressantes en termes de storytelling et que les matchs donneront un peu plus envie de regarder le show. En tout cas, voilà, ça va être un horaire bien plus sympathique pour nous en France. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et bon, dernièrement, les shows saoudiens sont un peu moins fillers que d'habitude, que ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc j'ai envie d'être optimiste et j'espère que je ne serai pas déçu. On verra, on va en reparler dans 3 semaines lorsqu'il faudra aborder les pronostics. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. Portez-vous bien, passez une très bonne semaine et une bonne fin de week-end. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et cero miedo. Ciao à tous.